européenne s'est totalement agenouillée devant les desiderata des Big Pharma, c'est-à-dire sans négocier le prix en tant que tel, mais surtout l'Union européenne a été celle qui a le plus bloqué sur le plan international le fait de lever les brevets et de faire en sorte que les vaccins deviennent des biens publics de l'humanité. Et donc là, on voit bien qu'il y a une contradiction finalement entre les nécessités à un moment donné d'agir concrètement pour améliorer une situation qui, y compris d'un point de vue économique et social, est catastrophique, et en même temps ce dogmatisme néolibéral qui fait en sorte que les institutions sont finalement point liés à un secteur de l'économie capitaliste, en l'occurrence le secteur des Big Pharma. Et je crois que c'est ce qui explique aussi finalement les changements de stratégie à géométrie variable de l'Union européenne, mais toujours en restant dans ce dogmatisme néolibéral. Pour vous donner un exemple, les États-Unis, qui eux sont pourtant connus pour avoir prôné le libéralisme à outrance, etc., ne sont pas du tout dans la même stratégie que l'Union européenne aujourd'hui, que ce soit en politique monétaire, avec le fait que la Banque fédérale américaine puisse faire marcher la machine à billets et prêter directement aux différents États des États-Unis, mais également d'un point de vue d'impulsion économique, et on pourrait en parler tout à l'heure du virage protectionniste qu'ont pris les États-Unis, mais ça montre qu'on est finalement dans une géométrie où on est totalement lésé dans un moment où l'Union européenne n'a jamais été autant dépendante des États-Unis d'un point de vue économique et social. Et donc quand on parle d'autonomie stratégique de l'Union européenne, on y reviendra sans doute tout à l'heure, eh bien on voit que cette autonomie stratégique est un petit peu biaisée, puisqu'il ne s'agit jamais à aucun moment de remettre en cause l'allégeance, on va dire, ou en tout cas le fait qu'on soit pieds et poings liés avec certains secteurs des multinationales, comme avec les États-Unis sur la scène internationale. Oui, on a l'impression de Marx, vous avez Lénine, mais vous avez aussi Gramsci. À telle enseigne que vous avez même des gramschistes de droite maintenant. C'est-à-dire que vous êtes assez curieux de voir qu'il y a tout un certain nombre de gens à droite, dont certains ont commencé à gauche, qui maintenant font du gramschisme de droite, c'est-à-dire la lutte idéologique. En disant, il ne faut pas oublier la lutte idéologique parce que ce n'est pas tout dans l'infrastructure. Bien sûr qu'il y a les rapports de production, bien sûr qu'il y a les salaires, bien sûr qu'il y a la lutte des classes, mais la lutte des classes, c'est aussi dans les idées. Et dans les idées, on ne peut pas avoir le matérialisme primaire, en quelque sorte. Même les marxistes disaient le matérialisme dialectique, il n'est pas primaire. Donc moi, ma conception, elle est de considérer, et j'ai fait en 2002 un livre qui s'appelle Du peuple-nation, essai sur le milieu national de peuple d'Europe, où j'étudie la naissance de 5 pays d'Europe, avec leur culture, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, et puis la Belgique. Donc je n'oppose pas les deux, je pense qu'il faut être matérialiste, mais il ne faut pas être matérialiste primaire. Voilà la réponse courte. Excellent. Ça sent la menace qui était intervenue en amont du débat. Tu t'es opposé à Maastricht. Est-ce que c'était pour des motifs prioritairement économiques ou politiques? Moi, il y a deux choses qui m'ont choqué dans Maastricht, avec mes camarades. D'ailleurs, je n'étais pas tout seul. Il y avait l'affirmation, j'allais dire hypocrite, de l'économie de marché libre et non faussée, qui voulait dire en gros le capitalisme. Le capitalisme de marché sous obédience de l'Allemagne et de son ordolibéralisme. Parce que la Banque centrale, elle est quand même à Francfort, la Banque centrale européenne. C'est pas un hasard. Et l'euro, qui est venu après, en fait, il est basé sur la monnaie dirigeante, qui est le Deutschmark reconverti. Donc, en réalité, il y avait cette première raison de cette appellation hypocrite pour dire l'économie capitaliste néolibérale désignée par l'économie de marché libre et non faussée. Et deuxièmement, une chose que j'avais vu venir avec un certain nombre de personnes, et y compris, je pense, le Parti communiste, l'OTAN. Puisque l'OTAN apparaît dans Maastricht, et c'est quand même une bizarrerie parce que le pacte de Varsovie a été dissous le 1er juillet 1991. Et le traité de Maastricht est fait en 1992, vous vous souvenez, on nous a fait ratifier, conçu, etc. Or, en toute logique, l'OTAN aurait dû être soit dissous, enfin c'était pas réaliste de dire on dissout une grosse machine, mais aurait dû être reconstruit pour en faire une machine au service de l'ONU. Voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais ces deux raisons-là ont fait que j'étais opposé au traité de Maastricht. Et la suite, traité constitutionnel européen, ça n'a pas arrangé les choses, ça les a même plutôt aggravées. Une limite culturelle, peut-être même géopolitique, un tel élargissement serait-il acceptable pour les communistes? Écoute, c'est une question qui est un petit peu compliquée. Pour nous, et on ne va pas
revenir sur la genèse de l'Union européenne, mais la caractéristique du Parti communiste, c'est de s'être toujours opposé à cette construction européenne-ci, c'est-à-dire à l'Union européenne, et ce, dès l'après-guerre en réalité, parce qu'on y voit déjà la mainmise, un alignement total sur la politique des États-Unis, dans un contexte de guerre froide, où ce qu'on nous vend pour l'Europe de la paix n'est pas une Europe pour la paix, puisque ça n'est pas une puissance non alignée, mais bien alignée sur les États-Unis. Dès lors, les différents élargissements se sont faits sur cette base, à la fois capitaliste, on vient de le rappeler, et néolibérale. En dehors de la question de l'Ukraine actuellement, l'élargissement et les élargissements successifs se font sur des critères qui s'appellent les critères de Copenhague et qui comportent trois grands piliers. Un qui est la démocratisation, etc., mais un qui est essentiel, qui est celui économique, c'est-à-dire de réformes structurelles dans les pays qui veulent adhérer à l'Union européenne. Autrement dit, on demande pour adhérer à l'Union européenne aux pays de liquider leurs services publics et de faire des cures d'austérité au niveau de leur budget d'État, ce que l'on demande ensuite au niveau des pays de l'Union européenne avec la règle des 3%. Et donc dans ce contexte-là, si c'est pour continuer à élargir une Union européenne qui est fondamentalement contre les gens et qu'on ressent contre nous, c'est ce que disait Fabien dans le clip, eh bien pour nous c'est non, évidemment. Par contre, dire ça, nous ne sommes pas en tant que Parti communiste, évidemment, pour un repli nationaliste. Nous voulons une coopération à l'échelle continentale, voire au-delà, puisque la France a des liens privilégiés avec d'autres pays de la Méditerranée notamment, et avec lesquels il nous faut travailler. Le problème, c'est que nous voulons que ces échanges et cette coopération se fassent dans le cadre d'un respect mutuel et d'un développement mutuel. C'est ce que nous appelons une union des peuples et des nations, libres, souverains et associés, contre cette Union européenne-ci, et ce qui veut dire remettre à plat l'ensemble des traités pour construire de nouvelles coopérations. Gabriel, on sait la fracture entre les pays de l'ouest et du nord de l'Europe et les pays du sud, d'un côté les forces industrielles, de l'autre côté une désindustrialisation douloureuse. Est-ce qu'une union politique peut tolérer longtemps des disparités pareilles? Est-ce qu'elle n'implique pas nécessairement des divergences d'intérêts? Oui, de toute façon, il y a des divergences d'intérêts. Chaque pays défend ses intérêts. Et ce n'est pas illégitime, pour autant que l'État arrive à faire la synthèse entre les intérêts des différentes couches sociales, classes sociales comme on les appellera. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette répartition, elle est quand même approximative, parce que si on regarde bien, par exemple, la part de l'industrie dans le produit national brut, les Italiens sont meilleurs que les Français. Ils ne sont pas plus au nord. Et donc il y a tout un certain nombre de choses et que le phénomène de l'euro a aggravé les choses, puisque finalement l'euro a empêché les ajustements monétaires qui étaient permis avant. Et maintenant on n'a même plus les ajustements budgétaires, parce que même les budgets des États sont sous contrôle de l'Union européenne. Donc je pense que, ou de la Commission plus exactement. Donc en réalité, on a fait semblant. Moi, je pense qu'il y a une chose qui a été oubliée un peu par tout le monde, c'est que Mitterrand, qui n'a pas fait que des idioties, a fait des choses positives, a essayé, notamment après la chute du mur de Berlin, il a lancé l'idée de confédération européenne. C'est tombé dans les oubliettes. Pourquoi? Il y a un excellent article de Roland Dumas qu'on peut trouver sur Internet. Ça a été saboté par les amis des Américains. De 89 à 91, l'idée a cheminé. Ça a donné lieu à un colloque à Prague en 91. Et tous les amis des Américains ont essayé d'y mettre les Américains, les Canadiens et les Japonais. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la Confédération européenne? C'est simplement que c'était renforcer l'atlantisme. Et finalement, l'Union européenne est confrontée à un choix, on y reviendra peut-être en troisième partie, c'est est-ce que notre partenaire naturel c'est la Russie ou est-ce que notre partenaire naturel c'est les États-Unis? Et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd dans l'un et l'autre cas de figure? Voilà. Je l'ai parfait à Bayreuth, ville jumelée avec Annecy, je l'ai parfait en République démocratique allemande, où j'ai été stagiaire sur la volonté de Georges Pompidou qui voulait une ostre politique, donc j'ai passé un stage universitaire à Halle an der Saale. Halle-Wittenberg, c'est là où Luther a affiché ses thèses. J'ai été chef de projet de la Commission européenne pendant 1 an en Roumanie post-communiste. J'ai donné des cours de management en Russie et j'ai même fait théoriquement l'audit financier de la mairie de Saratov. Je n'ai pas eu les moyens de le faire. Donc je suis européen en ce sens-là. Et donc moi je ne suis pas chauvin, mais je suis patriote.
C'est qu'il y a une grande différence, et c'était ce que disait Georges Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup les ramènent. Et moi, je me suis découvert français à l'étranger. Quand j'avais 19 ans et que je suis sorti du lycée, je disais, moi je suis citoyen du monde. Et puis quand j'ai voyagé, les gens m'ont dit, tu parles comme un Français, tu raisonnes comme un Français, tu te comportes en Français. Au bout d'un moment, je me suis dit, ils ne doivent pas être idiots quand même, pas tous. Donc je suis Français. Il faut que je m'assume comme Français, mais ma francitude n'empêche pas l'internationalisme. Et cet internationalisme n'est pas franchouillard. D'ailleurs, quand je vois un certain nombre de mes compatriotes, j'ai honte, et je le dis. Parce que je ne suis pas solidaire de toutes les âneries de mes compatriotes. Voilà, c'est là où s'arrête ma francité ou ma francitude. La question démocratique, Charlotte, c'est aussi une question fragilisée par le libre-échangisme. Au mois de mars, les sénateurs communistes ont fait parler d'eux dans leur volonté de contrer la ratification du CETA. Peut-être que tu peux nous en dire un mot, il s'agit de cet accord avec le Canada. Quels étaient les enjeux exacts? Oui, je crois qu'au-delà du CETA, il y a un véritable enjeu sur l'ensemble des accords de libre-échange, et c'est ce que les sénateurs communistes ont voulu mettre dans l'actualité. Il y a deux enjeux en réalité, un de forme et un de fond, mais qui se rejoignent. La question de forme, qui est la question démocratique de ces accords, qui est que le CETA a été appliqué par la France sans consultation du Parlement. Or, normalement, avant qu'un accord entre en vigueur, un accord de libre-échange entre en vigueur, il doit être ratifié par l'ensemble des parlements des États membres de l'Union européenne. Si un seul le refuse, alors l'accord est à minima suspendu, voire caduc. C'était, si vous vous rappelez bien, ce qui s'était passé avec le TAFTA, lorsque le gouvernement wallon avait voté contre le TAFTA. Bon, donc déjà sur la forme ça ne va pas, le gouvernement français applique un accord qui n'est pas encore ratifié et validé par son Parlement. Au-delà de cette question de fond, il y a la question de la négociation de ces accords. Les négociations sont tenues secrètes et les députés européens qui votent sur des accords de libre-échange n'ont pas accès aux négociations pendant toute la durée des négociations, y compris à l'aboutissement des négociations. Très souvent on se retrouve à voter sur des accords où on n'a pas l'ensemble des accords sous la main, donc c'est quand même une façon... disons une façon de concevoir la démocratie qui est toute particulière. Et puis il y a ensuite le fond. Et le fond politique, c'est le contenu évidemment de ces accords de libre-échange, qu'ils soient avec le CETA ou qu'ils soient avec d'autres pays. On a aussi beaucoup parlé ces dernières années de l'accord avec la Nouvelle-Zélande ou du Mercosur. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe pour les droits sociaux, et c'est une catastrophe en réalité sur les liens qu'on a avec les autres États. Aujourd'hui, si un accord comme le Mercosur était mis en œuvre, eh bien ça serait une catastrophe pour notre agriculture en France et en Europe, notamment pour tout ce qui est l'agriculture bovine, mais également au niveau de l'Amérique latine. Nous sommes en contact avec un certain nombre de partenaires latino-américains. Je rejoins assez ce que tu disais, Gabriel, sur le fait qu'on peut être patriote internationaliste, c'est absolument pas antinomique. Bien au contraire, lorsqu'on est communiste, c'est même fort lié. Et aujourd'hui, en Amérique latine aussi, ces accords sont dénoncés parce qu'ils sont vus comme étant la porte ouverte aux multinationales européennes sur leur sol, sans aucun droit, notamment pour les peuples indigènes ou pour l'exploitation des ressources. Et donc, du coup, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est absolument néfaste pour le commun des mortels, mais qui finalement ne bénéficie qu'à quelques-uns ou à quelques grands groupes multinationaux. Et donc ce que nous avons voulu faire avec ce vote au Sénat, c'est de dénoncer la supercherie démocratique. Aujourd'hui, le gouvernement Macron veut bloquer la ratification par l'Assemblée nationale, qui est normalement obligatoire pour cet accord, mais ils ont décidé de repousser encore la deadline en se disant bon, on va attendre la fin de la crise des agriculteurs et la fin des élections européennes avant de le faire voter. Et donc c'est déjà dénoncer cette supercherie démocratique et en même temps mettre dans l'actualité cette question des accords de libre-échange qui sont vraiment symptomatiques, on le disait pour les ressources rares, mais c'est vraiment le cas des accords de libre-échange d'une Union européenne qui est au final de plus en plus au service d'une petite minorité au détriment de l'intérêt général. Oui, qui a été quand même fragilisé considérablement par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Gabriel, tu es un très bon connaisseur de la Russie. On ne comprendrait plus, après la manière dont l'Europe la traite, on ne comprendrait plus que la Russie fasse le choix de l'Ouest et non plus celui de la Chine. Et on a le sentiment que si l'Europe voulait compter, c'était dans un éventuel rapprochement avec la Russie et qu'elle a perdu finalement, elle a perdu une étape qui aurait pu s'avérer tout à fait stratégique.
Oui, on l'a perdu parce que les États-Unis ont avancé leur pion avec beaucoup de méthodes. Ils ont saboté la Confédération européenne par leurs amis polonais, tchèques, baltes et compagnie. Deuxièmement, on a eu une classe politique française qui a oublié son attachement national et qui s'est otanisée dans la tête. Ça a été parachevé par Sarkozy qui nous a remis dans l'OTAN. Mais il ne faut pas oublier que comme Sarkozy nous a remis dans l'OTAN, Hollande, François, était chef du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et il a tenu un magnifique discours gaulliste en disant que c'était scandaleux. Il est élu président de la République et il demande à Médrine de faire un rapport. Est-ce qu'il faut rester dans l'OTAN? Il lui dit, tu dois conclure oui. Et Médrine, il conclut oui. Enfin, il est payé pour. Et il établit un rapport dont la partie publique est disponible sur Internet et elle est assez minable. Je ne sais pas si la partie privée pour le président était beaucoup plus complète, j'en doute. Un peu, mais certainement pas plus génial. Donc en réalité, ce débat sur l'Europe, moi je l'avais vu venir avec l'OTAN. Moi, mes camarades, vous, Parti communiste, c'était une des objections qu'on avait vu venir avec l'OTAN. L'OTAN, c'était la façon d'arrimer l'Europe aux États-Unis et à la défense américaine. Mais non seulement à la défense américaine, il faut aller plus loin. L'OTAN, moi je me suis penché sur la question, j'ai lu des livres de différents auteurs, y compris étrangers, et je me suis aperçu que l'OTAN, ce n'est pas simplement une machine politico-militaire, c'est un think tank, c'est deuxièmement un appareil économique, parce que les Américains ont décidé que pour être à l'OTAN, il fallait du matériel compatible. Et rien n'est plus compatible avec le matériel de l'OTAN que le matériel américain. Et c'est pour ça que tout le monde achète des F-35. Les Allemands, les Belges, les Italiens, les Suisses, parce que c'est quand même assez beau, permettez-moi de parler de la Suisse, parce que j'y suis, quand il y a eu la rencontre Biden-Poutine, il y a 3 ans, 4 ans, à Genève, le pauvre président de la Confédération, vous savez que c'est un système tournant en Suisse, le pauvre Parmelin, il se retrouvait à la tête de ça, il n'a pas inventé la poudre, mais bon, il est interrogé par un journaliste au sortir de cette discussion avec Biden et Poutine, il dit alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On lui dit, oh, ben, c'était sympa, et puis le président Biden m'a recommandé d'acheter des F-35. Et puis 3 semaines après, alors que des accords révélaient que Rafale, c'est-à-dire Dassault, était en négociation avec la Suisse, tenait l'accord, on apprend que c'est le F-35 qui, pour des raisons techniques et économiques, remporte le marché. Même l'armée de l'air suisse dit que c'est un fer à repasser volant, ce truc-là. Bon, n'empêche que c'est une machine économique, parce que grâce à ça, vous financez l'industrie d'armement américaine. Et derrière l'industrie d'armement, l'industrie tout court, parce que vous avez l'industrie duale. Hein. Donc en réalité, l'OTAN, c'est pas simplement une machine de guerre, c'est même une piteuse machine de guerre. Parce que regardez les vaches qu'elle se prend sur les terrains opérationnels, sauf quand elle écrase les petits qui ne sont pas armés. Bon, comme les Libyens ou les Irakiens, qui, c'est la 3e armée du monde, c'était quand même un peu exagéré. Donc en réalité, tout ça c'est programmé, c'est pensé, et aujourd'hui, moi je renvoie à un livre qui date d'il y a quelques années et qui corrobore ce que je dis là. Ça a été écrit par Hélène Carrère d'Ancos, qui vient de mourir, hein, elle est morte il y a moins d'1 an, le général de Gaulle et la Russie. Et elle explique que de Gaulle avait rencontré tous les dirigeants russes, à commencer par Staline. Et quand il a rencontré Staline, parce qu'il essayait de penser national, pas parce qu'il était communiste, vous saviez bien que De Gaulle n'était pas communiste, mais De Gaulle, il était national, patriote, et il avait compris que pour échapper à l'hégémonie américaine, il fallait avoir des partenariats diversifiés. Et alors Staline lui avait dit, ben vous savez, en général, si vous êtes au conseil membre permanent du Conseil de sécurité, c'est grâce à nous. Et c'est pas du tout idiot, moi j'avais jamais entendu ça dans les cours d'histoire, mais les Russes avaient pigé que d'avoir un type comme De Gaulle, ça pouvait éviter le face-à-face avec les États-Unis et ouvrir un espace de négociation. Donc il faut savoir qu'à l'époque, c'était Taïwan qui représentait la Chine, hein, et que c'est simplement la République populaire de Chine, c'est dans les années 70 qu'elle a pris la place de Taïwan. Donc voilà pourquoi la géopolitique, c'est très loin de ce que vivent les gens par rapport à la facture d'électricité, à la facture de pain et la viande chez le boucher. On est bien d'accord que ce n'est pas la première ligne, mais en réalité c'est conditionné. Parce que si vous avez des mauvaises relations, si vous développez ce qu'on appelle le keynésianisme de guerre, je n'ai pas voulu tout à l'heure développer la question des relances publiques par
l'industrie militaire, mais en réalité, c'est ça la différence entre une approche humaniste, une approche sociale ou socialiste, on peut mettre le nom qu'on veut, et puis une approche néolibérale, militariste, impérialiste. Je crois que la ligne de fracture, elle est vraiment là, sur les dépenses militaires, et actuellement, regardez les budgets. Les Allemands ont décidé qu'ils allaient avoir 100 milliards sur 5 ans d'investissement dans le militaire, ils vont booster leur industrie. Leurs voitures ne se vendent plus, les Chinois vont prendre le marché, mais ils vont fabriquer...